Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI. Nous recevons aujourd'hui Jean-Christophe Lagarde. Bonjour, président de l'UDI. Depuis le mois de novembre, vous avez succédé à Jean-Louis Borloo. Alors on reviendra sur l'UDI dans une deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, évidemment, les réactions au discours de Manuel Valls hier à l'Assemblée, à la sortie aussi aujourd'hui du nouveau numéro de Charlie Hebdo avec Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI, et Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News. Bonjour. Donc aujourd'hui sort le nouveau numéro de Charlie, après les attentats de la semaine dernière. Est-ce que vous allez l'acheter ? J'ai essayé ce matin, mais j'ai tombé sur le kiosque qui n'était plus pourvu. Donc après, je vais peut-être aller à l'Assemblée. J'espère qu'il y en a un nombre suffisant par rapport au nombre Est-ce que vous avez l'intention de vous abonner ? Oui, alors je vais vous dire, moi je ne suis pas un amateur de Charlie Hebdo, je n'aime pas beaucoup leur forme d'humour, et je vais m'abonner, je ne le dirai peut-être pas, mais je pense que si ce journal ne me correspond pas ou ne me plaît pas, il a le droit de vivre. Et si nous sommes allés manifester par millions dans la rue ce week-end, et puis la semaine dernière, c'est aussi pour dire ça. C'est aussi pour dire, j'entendais ce matin des commentaires de je ne sais quelle autorité égyptienne musulmane qui disait on n'aime pas la une. Oui, mais on peut ne pas aimer, on a le droit de dire qu'on aime. On a le droit qu'on n'aime pas la une, qui disait que, enfin c'était en l'occurrence le grand Moufti, qui est pourtant quelqu'un qui normalement a effectivement beaucoup lutté contre l'extrémisme, et qui disait effectivement qu'il estimait que ça pouvait susciter une vague de haine, que c'était une provocation, enfin des choses assez très critiques. Et justement, c'est le débat que nous devons avoir. Je répète, moi je ne suis pas fan, entre guillemets, de leur forme d'humour. Il y a des unes, il y a des dessins qui m'ont profondément choqué, il y a même une idéologie parfois derrière qui me dérange. Mais pour autant, nous vivons dans un pays où nous tenons à ce que des gens qui pensent différemment de nous, qui croient différemment de nous, s'expriment différemment de nous, aient le droit de le faire, puisque notre droit à nous est ainsi préservé d'être différent des autres. Et grosso modo, la loi, là, quand le grand Moufti parle, la loi de l'islam ne s'applique pas en France et ne s'appliquera pas en France. C'est ça, en réalité, le sujet. Et finalement, le débat qui s'est ouvert, il est sain parce qu'on avait l'impression que de petit renoncement en petit renoncement, c'était pas forcément la loi de la République qui allait s'imposer, c'est-à-dire permettre à tous d'avoir à la fois ses convictions, sa croyance ou sa non-croyance, et en même temps de respecter celle des autres. Vous disiez que vous n'étiez pas fan de l'humour de Charlie Hebdo, alors on l'a ici, la une, donc une seule caricature de Mahomet en couverture. Vous en pensez quoi de cette une-là, celle-là en particulier ? Celle-là, je la trouve très courageuse de leur part, pas pour la caricature de Mahomet. Je trouve qu'elle est très courageuse, parce que dire que tout est pardonné après ce qui s'est passé, il faut une grosse force d'âme. Est-ce que vous diriez quand même que dans cette période très sensible, avec des peut-être menaces d'attentats, avec une communauté musulmane qui peut se sentir pointée du doigt aujourd'hui, est-ce que c'est responsable de poursuivre ce combat, comme l'a fait Charlie Hebdo ces dernières années ? Est-ce que c'est responsable, à votre avis, de continuer à caricaturer Mahomet ? Qu'est-ce que voulaient les terroristes ? Les faire taire ? Nous faire taire ? Faire taire la liberté d'expression, faire en sorte que leur loi s'applique à des gens qui ne partagent pas leur foi, d'une part, à des gens qui partagent leur foi mais qui n'ont pas cette vision, entre guillemets, radicale. Non, fanatique, qui veut s'imposer par la violence et par la force. Et donc il faudrait renoncer simplement parce que, comme d'ailleurs les journaux américains le prétendent, moi je peux comprendre que des musulmans soient choqués par tel ou tel dessin, comme parfois des catholiques sont choqués par tel ou tel dessin, comme d'autres sont choqués, comme ça m'arrive de l'être. J'ai le droit de dire que je suis choqué, mais je ne vais pas interdire ce qui me choque. Parce que si on commence comme ça, où on s'arrête ? Je voudrais faire remarquer que si les musulmans qui disent « vous n'avez pas le droit de faire telle et telle chose », si la majorité de notre pays disait « ce qui nous choque, nous, vous n'avez pas le droit de le faire », c'est eux qui seraient opprimés. Et donc la liberté de chacun commence là où s'arrête celle des autres, et il se trouve, pour le compte, que la liberté des journalistes de Charlie Hebdo, même quand je ne partage pas leur forme d'humour ou leur forme de caricature, c'est aussi la mienne. La garantie pour eux de s'exprimer, la garantie pour moi de pouvoir le critiquer. Donc pour vous, il ne faut rien céder ? Rien. Et je pense justement que, vous savez, la réaction de notre peuple a été profonde et admirable. Qu'est-ce qui a été attaqué ? Je le répète, c'est notre liberté et c'est notre vision de la laïcité. Et les Français l'ont compris.
l'ont compris très spontanément, ils n'ont pas attendu dimanche, ils l'ont fait dans la rue très rapidement, ils se sont sentis beaucoup plus concernés, entre guillemets, que jamais. Parce qu'en attaquant un journal, en attaquant des journalistes, c'est-à-dire en l'occurrence les symboles et les gardiens de cette liberté d'expression, de croire, de ne pas croire, on a attaqué la République et le droit fondamental de chacun d'entre nous. Malheureusement, ça s'est poursuivi par l'attaque contre des policiers qui nous permettent de vivre en sécurité, puis contre des membres de la communauté juive. Finalement, c'est toute la République qui est attaquée. Elle s'est défendue. Je pense qu'à cette attaque, j'allais dire symbolique, elle est bien pire que symbolique, mais à l'attaque de ce symbole, nous devons aussi nous répondre par un symbole. Et alors vous disiez, les Français ont réagi, et en même temps, et vous êtes élu d'ailleurs de Seine-Saint-Denis, où des enseignants ont rapporté que certains élèves n'avaient pas voulu faire la minute de silence, ou que d'autres avaient demandé qu'il y ait des minutes de silence aussi, à la mémoire d'autres morts. Donc on voit bien que cette union nationale a suscité des commentaires et des réactions. Alors vous pensez quoi? Vous pensez que l'école n'a pas joué son rôle dans la transmission des valeurs, de liberté d'expression? Vous êtes choqué par ces réactions? Vous les trouvez, vous les attendiez? Vous connaissiez cette situation? Je m'attendais à cette situation dans la mesure où on a déjà, par exemple, sur l'histoire de la déportation juive, on a déjà du mal dans certains établissements, pas qu'en Seine-Saint-Denis, pardon de le dire, à enseigner cette histoire-là, tant ça peut provoquer des réactions du fait d'amalgames qui sont commis entre ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient et ce qui se passait il y a 70 ans dans notre pays et dans le monde. Mais je vous disais, oui, bien sûr qu'il y a un défaut de transmission. Il y a surtout une succession de petits abandons de ce qui fait notre identité, les valeurs de la République que nous ne transmettons plus, que nous ne défendons plus, et où on considère, parce que nous vivons en paix depuis maintenant 3 générations, que ça vaut pas la peine, que c'est pas la peine d'aller plus loin. Et je vous disais qu'il fallait répondre par un symbole. Pas seulement, bien sûr. Il va y avoir d'autres mesures à prendre. Mais quel symbole ? Le premier des symboles que je souhaite proposer, c'est que la France change sa devise de la République. Aujourd'hui, c'est liberté, égalité, fraternité. En 1905, nous avons ajouté le concept de laïcité. Et je souhaite que la devise de la République devienne, c'est une modification de la Constitution très facile à faire, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Cette laïcité, elle est plus d'actualité que jamais. C'est elle qui a été attaquée, au fond. On voulait interdire à un journal de la République, enfin un journal dans notre République, de pouvoir critiquer ou caricaturer non pas une, mais des religions, puisqu'ils le font tout le temps. Eh bien, ça fait partie de nos libertés. La laïcité, c'est ce qui vous permet de vivre ensemble avec vos différences, vos convictions et vos croyances vous concernent chez vous, dans l'espace public, vous respectez les autres. Vous allez la porter, vous en avez fait part au chef de l'État Je vais en faire part très rapidement au chef de l'État. Laïcité, on a quand même le sentiment aujourd'hui que c'est un mot qui est mis un peu à toutes les sauces, employé par tout le monde, sans que ça ait vraiment un sens pour l'ensemble des Français. Alors, comment vous allez redonner aux Français l'idée et l'envie de laïcité qui aujourd'hui quand même fait défaut? La première étape, c'est de changer cette devise de la République et c'est ensuite, vous avez raison, de décliner, d'expliquer ce qu'est la laïcité à la française. D'ailleurs, qui n'est pas tout à fait, me semble-t-il, la même qu'en 1905. C'était une laïcité très revendicatrice contre les religions. Aujourd'hui, elle les protège, elle les préserve et en même temps, elle préserve ceux qui ne croient pas. Et elle doit être enseignée dans nos écoles, bien plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle doit être appliquée sans aucune faiblesse. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, à travers les préfectures, doit faire revenir en arrière les municipalités qui ont cédé sur des repas adaptés à telle ou telle confession, qui ont cédé en acceptant que certaines activités ou horaires soient réservés à une catégorie de la population, par exemple des femmes, que du coup on isole du reste, qui cèdent sur beaucoup de petits, ce qu'on appelle, vous savez, les signaux faibles. Simplement, ces signaux faibles-là font qu'il y a des gens dans notre pays qui ont le sentiment, à juste titre, qu'il y a un glissement et que la France, sa version de la laïcité, c'est finalement une vaste tolérance pour tout le monde et pour n'importe quoi. Non, c'est la tolérance de croire chacun ce qu'il veut, mais de respecter les autres et dans l'espace public de ne rien imposer à personne. Alors on reviendra effectivement sur les mesures, les propositions, le discours de Manuel Valls, mais d'abord peut-être votre réaction concernant l'attitude de l'exécutif pendant cette période. Comment avez-vous trouvé François Hollande ? Je trouvais que l'ensemble de l'exécutif a fait exactement le travail qu'il fallait faire et il a été appuyé en cela à la fois par l'ensemble des responsables politiques, mais aussi par l'ensemble des Français, en tout cas la très grande majorité. Vous citiez, pardon, je n'ai pas répondu précisément à ça, vous citiez ceux qui se sont reconnus dans les terroristes ou ont émis plus que des réserves, des contestations quant à l'hommage national. C'est un problème.
c'est un problème réel, mais c'est un problème qu'il faut traiter, d'abord dans nos écoles. Quand des enfants arrivent avec des mots des parents, pour dire « je ne veux pas que mon enfant participe à ça », je pense qu'on a un vrai sujet, et y compris que ces enfants doivent être suivis. Il n'y a pas aujourd'hui une alerte à l'occasion de cet hommage, et puis on oublie ces enfants. Et puis l'éducation nationale fait comme si... Je ne suis pas en train de dire que c'est les services de renseignement qui doivent les suivre, mais on doit parler avec eux, on doit voir les familles, on doit identifier les dérives, et on doit en l'occurrence essayer d'expliquer ce qu'est le vivre ensemble. Et donc sur François Hollande, vous l'avez trouvé bien. Il y a quelques semaines, vous disiez qu'il n'avait pas de prise sur le pays parce qu'il ne pouvait plus s'appuyer sur aucune base. Est-ce le cas où les événements ont changé la donne? Attendez, ne mélangez pas les choses, madame. Si vous me parlez d'économie, de sociale ou d'éducation, je suis en mais désaccord total avec ce qu'a fait François Hollande depuis des mois. Ça ne m'empêche pas... Vous savez, c'est un peu la même chose, c'est le même combat. On a des différences sur beaucoup de choses avec François Hollande, des désaccords. Et malheureusement, beaucoup de ce que nous pouvons proposer n'est jamais entendu par l'exécutif, même quand il se prétend ouvert. Mais on n'a pas de désaccord sur la défense de la République. Et c'était le sens de la réception des responsables de partis politiques par François Hollande jeudi dernier. Et nous avons pu, sur ce point-là, et nous continuerons sur ce point-là, à partager, entre guillemets, à la fois les mêmes objectifs et j'espère les mêmes... remède. En tout cas, je souhaite que ça puisse être le cas. Maintenant, ça ne va pas me rendre d'accord avec la politique économique, sociale. Au contraire, quand on défend sa liberté, c'est aussi la liberté de ne pas être d'accord sur des sujets qui sont moins fondamentaux que notre vivre ensemble. Vous dites que François Hollande et le gouvernement ont bien fait le travail qu'il fallait faire. Alors, est-ce que vous approuvez totalement la manière dont a été organisée la manifestation dimanche et notamment, par exemple, ce qui a beaucoup été pointé du doigt, la présence du Premier ministre turc dans ce défilé quasiment au premier rang? Est-ce que vous pensez franchement que le président de la République avait la possibilité de dire à tel ou tel chef d'État étranger « vous ne venez pas » Voilà la réponse à votre question en réalité. Je pense que les chefs d'État étrangers se sont invités au gré, entre guillemets, de l'événement et de l'émotion. Je ne suis pas persuadé que le président de la République française pouvait dire à un chef d'État, l'offenser, en lui disant « non, vous ne venez pas ». Voilà. Je ne suis pas sûr que dans le défilé des chefs d'État qu'il y avait dimanche, on n'avait que des démocrates ou que des gens qui respectaient notre vision, entre guillemets, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité, quand on parle du chef d'État. Voilà. Mais pour autant, ils sont venus se montrer solidaires avec la France. Je vois mal comment un chef d'État français aurait dit « circulez, il n'y a rien à voir, je ne veux pas de vous ici ». Hier, à l'Assemblée, donc c'est aussi Manuel Valls et Bernard Cazeneuve qui ont été ovationnés par les députés, y compris à droite. Est-ce que, donc, là où vous parliez de l'action de François Hollande, mais est-ce que la manière dont le ministre de l'Intérieur a géré la séquence, et notamment avec les services de police, est-ce que effectivement il méritait cette ovation hier à l'Assemblée? Oui, je vous ai dit, l'ensemble de l'exécutif, de François Hollande, de Manuel Valls, de Bernard Cazeneuve, a fait son travail, et c'est tant mieux, et il est normal. Enfin, vous savez, nous, à l'UDI, on a dit dès le départ avec Jean-Louis Borloo qu'on était une opposition constructive. On ne va pas se mettre à critiquer pour critiquer. Il y a tellement de choses à critiquer dans ce qu'ils font que quand ils font quelque chose de bien, voire quand ils le font très bien, et ils l'ont remarquablement réagi dans cette période, il faut le dire aussi. Ça va changer, du coup, la tournure du quinquennat, selon vous? Parce que c'est un peu la question que tous les commentateurs politiques se posent, avec les sondages qui montrent un exécutif en hausse, etc. Vous pensez que, du coup, le rapport de force va s'inverser? Je peux vous répondre sincèrement? Oui. Je m'en fous. Vous vous en foutez? C'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. On a aujourd'hui une situation où des gens nous font la guerre, des barbares nous font la guerre. Or, la France, et c'est pas nouveau, et jusqu'à présent, je pense que l'ensemble de la société française et des responsables politiques français ne l'avaient pas réalisé. Cet été, quand il y avait des crimes contre l'humanité commis par Daesh en Syrie et en Irak, tout le monde utilisait la crème à bronzer. J'essayais de hurler en disant « si nous n'allons pas combattre cette barbarie-là, pas seulement amener de l'eau à des Yazidis qui crevaient dans des montagnes, si nous n'allons pas combattre cette barbarie-là, nous n'éviterons pas qu'elle vienne nous combattre sur notre sol. » La France aujourd'hui subit une guerre, et elle n'est pas en guerre, ni dans ses mentalités, ni dans les esprits, ni dans les moyens qu'elle y consacre, ni dans les moyens juridiques à mettre en place. Bref, il faut que nous soyons capables de résister à des gens qui nous font la guerre, et résister, c'est beau par une manifestation, ça sera plus utile si ça dure dans le temps, et que nous avons à la fois la détermination et les actions qui nous permettent de résister. Christophe Joly? Que pensez-vous de Nicolas Sarkozy? Pensez-vous comme Nicolas Sarkozy que la majorité de l'opposition doivent travailler sur l'analyse de ce qui s'est produit et les solutions à trouver? Ah mais alors moi, depuis lundi, je suis dubitatif sur cette espèce de concours Lépine de la bonne idée antiterroriste, anti-djihad. Quand vous voulez soigner une maladie, il faut faire un bon diagnostic.
Et la première des choses, c'est le diagnostic. Alors tout le monde dit on ne se précipite pas, mais chacun sort de la boîte sa petite idée. Et celle-ci est une bonne idée de travailler ensemble, majorité-opposition, pour le diagnostic? C'est une nécessité. C'est pas seulement une bonne idée, c'est une nécessité. Et c'est sur ce point que l'Union nationale doit essayer de perdurer le plus longtemps possible. On ne sera peut-être pas d'accord sur les remèdes, mais on doit déjà établir le diagnostic. J'entends le livret de laïcité ici, j'entends l'enfermement individuel, j'entends... Attendez, il y a une telle série de failles parce que la France ne s'est pas mise en situation de guerre face à des gens qui nous font la guerre, qu'on a d'abord besoin de ce diagnostic. Ça prend 15 jours, ça prend 3 semaines, ça doit associer gouvernement et Parlement, ça doit même être public pour tout ce qui, en tout cas, peut être exposé au public. Mais on a manifestement des problèmes dans le domaine de l'autorisation donnée aux policiers, aux magistrats de fouiller telle ou telle donnée ou tel fichier qu'on devrait pouvoir constituer. On a un problème de moyens. C'est d'abord et avant tout celui-là, je crois, qui saute aux yeux. Pourquoi les frères Kouachi ne sont-ils plus surveillés depuis juillet 2013? Pas parce que les services de renseignement commettent une erreur, parce qu'ils ont un tel volume de gens à surveiller qu'ils sont obligés de faire des arbitrages et qu'ils ont considéré, à tort, mais ils ne pouvaient pas le savoir, que ces gens-là n'étaient plus dangereux ou pas les plus dangereux de ceux qu'ils avaient à surveiller. Le nombre de gens qui nous menacent a été multiplié ces dernières années par 4 ou par 5. Le nombre de gens qui les surveillent reste stable ou à peu près stable. On a besoin de se mettre à hauteur de la menace qui est la nôtre. On a besoin de discuter avec les représentants des musulmans de France pour qu'on organise différemment, vraisemblablement, le culte français. Détailler les mesures. Non, ce n'est pas les mesures, c'est le diagnostic. Je constate pas les de concours failles. l'épine, vous dites. Je constate les failles. Est-ce que quand même, malgré tout, face à ce qui s'est passé la semaine dernière, est-ce que les Français n'attendaient pas un geste fort, des mesures fortes, immédiates, un peu comme le Patriot Act aux États-Unis? Est-ce qu'il n'aurait quand même pas fallu aussi une réponse? Alors, on comprend qu'il faut prendre du temps pour faire le diagnostic et poser les bonnes mesures, mais est-ce qu'il aurait fallu quand même quelque chose qui puisse rassurer les Français immédiatement? C'est au rédacteur en chef d'une chaîne d'information continue que je m'adresse en disant que l'efficacité en politique, c'est pas de se faire de la pub le lendemain d'un événement. Et ce n'est pas immédiatement. Parce que vous avez d'abord besoin de constater ce qui n'a pas fonctionné dans le renseignement. Et ce n'est pas parce que vous sortez l'idée de sa boîte pour faire la une de la presse que vous allez être efficace. Et quand on fait la guerre, les priorités, c'est d'être efficace. Et je continue dans les failles. Le trafic d'armes en France, que nous ne parvenons pas à juguler, n'importe quel Français comprend qu'il n'est pas normal qu'on puisse se procurer aussi facilement une Kalachnikov. Comment on fait? Vous croyez que c'est du jour au lendemain? Ça fait 10 ans que les gouvernements en parlent et du jour au lendemain, ils auraient la solution? D'accord, donc c'est pas, comme vous dites, la bonne idée de nouveaux moyens pour croiser les fichiers des compagnies aériennes, tout ce qu'on a entendu, c'est plutôt des moyens. C'est pas une seule bonne idée. Si, on a besoin du croisement des fichiers. Ah bon, parce que certains disent que ça sert à rien. Commençons, comme vous l'avez dit, par faire le travail et par donner des moyens. Ça fait partie du pas un diagnostic, problème d'information. Mais vous voyez bien que chacun part dans tous les sens. Alors il y a celui qui pense que c'est la compagnie aérienne, l'autre qui pense que c'est la prison. Je vais vous dire une chose sur la prison que vous ne savez peut-être pas. Vous savez combien il y a de gens qui sont en prison aujourd'hui pour des faits de terrorisme et qui sont suspectés de l'être? Vous en avez en France, il y en a 283 pour préparation d'un acte terroriste, 152 sont les islamistes radicaux, 22 seulement ont déjà été écroués. C'est pas en prison qu'on se radicalise le plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y veiller. Parallèlement à ça, vous voyez, quand on veut faire un diagnostic avant que tel ou tel raconte n'importe quoi, vous vous retrouvez avec aujourd'hui 182 aumôniers musulmans dans les prisons françaises, il y en a 600 catholiques. Alors qu'en réalité, la proportion de prisonniers n'est pas celle-là. Faisons des diagnostics réels et pas des effets d'annonce. Moi, ce qui m'effraie, c'est qu'après la formidable démonstration de nos concitoyens ce week-end et la semaine dernière, on puisse se livrer à des réponses partielles ou partiales juste pour essayer de faire plaisir à l'opinion publique. Parce que la question, c'est que cette attaque que nous venons de subir n'est sans doute pas la dernière à laquelle nous aurons à faire face. Nous devons donc être efficaces. Et pour être efficaces, il faut savoir de quoi on parle, pas simplement chercher le concours l'épine de la petite idée anti-djihadiste. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le rendez-vous politique des Indes radios, Métro News et LCI. Alors justement, Jean-Christophe Lagarde, on va passer maintenant aux mesures annoncées hier. Christophe Joly. Que pensez-vous de l'idée émise par Valérie Pécresse d'instaurer un Patriot Act à la française à la suite des événements? Moi, je ne le partage pas. D'abord, je fais observer que les Américains, alors ça dépend ce qu'on met dedans d'ailleurs, mais bon, si c'est version de ce qu'ont fait les États-Unis, les Américains eux-mêmes en sont revenus. Des lois d'exception qui sont tellement intrusives sur les libertés individuelles que finalement elles finissent par desservir la cause qu'elles voulaient servir. J'entendais Claude Guéant, on ne peut pas le soupçonner de laxisme, hier, expliquer qu'on n'allait pas créer les Guantanamo à la française. Bon.
je pense, et je l'ai dit au chef de l'État jeudi dernier lorsqu'il nous a reçus, je pense qu'il va y avoir un arbitrage à faire entre nos libertés individuelles et la sécurité dans un certain nombre de domaines, notamment, et ça avait commencé déjà, dans le domaine de la surveillance sur Internet, puisque je disais, c'est pas dans les prisons françaises que l'essentiel de ces gens-là se radicalise, c'est justement sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et donc c'est cela qu'il faut qu'on vérifie beaucoup plus avec les moyens techniques, avec les moyens juridiques et les moyens humains qui vont derrière, parce qu'une personne ne peut pas en surveiller 200. Donc la réponse est non au Patriot Act. Non, on a besoin de faire évoluer notre loi sans aller dans les excès. L'objectif, je crois qu'il y a 3 objectifs en réalité de la part des terroristes. Il ne faut pas prendre, non pas les acteurs, mais les commanditaires pour des imbéciles. Ils connaissent très bien nos sociétés. Et ça aussi, ça doit faire partie du diagnostic. La première des choses qu'ils souhaitent, c'est effectivement que nous changions nos modes de vie. Donc on va changer la loi, on va devenir plus répressif, c'est-à-dire que les valeurs que nous défendons, on va commencer à les contrarier, donc à les affaiblir. Premier point. La deuxième chose, c'est qu'ils souhaitent séparer la communauté musulmane du reste de la communauté nationale. On en a parlé, on en parle beaucoup ces temps-ci. Je suis ravi qu'enfin on en parle. Moi, j'en parle depuis des mois et des années, mais ça n'intéressait personne. Parce que leur objectif, c'est qu'en séparant la communauté musulmane du reste de la communauté nationale, bref, si notre regard change, si on se méfie, si on confond les musulmans avec les fanatiques... Oui, mais justement, comment ne pas la séparer? Ça leur donne une formidable ressource de recrutement. Mais comment ne pas la séparer? Parce qu'on voit bien qu'il y a eu plus d'une cinquantaine d'actes islamophobes recensés. Alors, c'est bien pour ça qu'il faut en parler, madame. Comment? Vous avez, je peux revenir en arrière, 1986, un caricaturiste, si j'ose dire, fait un film, la dernière tentation du Christ. Je crois que c'était Martin Scorsese. Oui, tout à fait. D'accord. Il y a des intégristes catholiques, des fanatiques, qui brûlent un cinéma à Saint-Michel. Le cinéma à Saint-Michel brûle, il y a des morts. On a demandé au pape de s'excuser. On a demandé aux catholiques de s'excuser. On a confondu les catholiques avec ces tarés qui ont brûlé le cinéma à Saint-Michel. Non. Et je pense que c'est exactement la même chose pour les musulmans et que chaque Français peut le comprendre. Donc cet appel à demander aux responsables de la communauté musulmane, etc., de prendre parti, vous trouvez que c'est une très très mauvaise idée? Ce n'est pas ce que je viens de dire. Je viens de dire qu'au contraire, j'ai été heureux que pour la première fois, parce qu'en cela, les responsables religieux de la communauté musulmane, pour la première fois, ont vigoureusement dénoncé ce qui venait de se passer dans notre pays. Et je pense qu'il faut qu'il continue. Je pense aussi qu'il faut qu'on s'organise différemment. On sait très bien qu'on a un problème avec l'administration de la religion musulmane en France. Je ferai observer que la France, dans son histoire, a organisé les différents cultes qui exercent sur son territoire. C'est tellement vieux que plus personne s'en souvient, mais c'est le cas de la religion catholique. Le gallicanisme, en l'occurrence, ça date de 1000 ans, mais c'est le cas, enfin pas un peu moins de 1000 ans, mais c'est le cas. La religion juive a été organisée par l'État français et nous devons travailler à organiser la religion musulmane pour protéger les musulmans de France qui, entre nous, j'en rencontre et j'en côtoie beaucoup, n'ont absolument pas cette vision-là et qui sont doublement victimes dans cette affaire. Ils sont victimes comme vous et moi, comme citoyens français, choqués comme vous et moi, comme citoyens français, mais qui en même temps, quand ils sont dans la rue ou quand ils ont l'impression qu'il faudrait qu'ils s'excusent de quelque chose pour lequel, évidemment, auxquels ils sont étrangers. Justement, aujourd'hui, les responsables musulmans, le Conseil du culte musulman de France se retrouvent à la Grande Mosquée pour d'abord se réunir et puis en même temps prendre peut-être quelques mesures. Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez de la communauté musulmane? Quelles sont les premières mesures qu'elle doit prendre? La première des choses, c'est comment on organise le culte, c'est-à-dire qui administre le culte. Qui sont les imams? Est-ce qu'ils sont labellisés, acceptés d'une façon ou d'une autre? Je ne suis pas sûr que ce soit à l'État de le faire, ou alors entre le Conseil français du culte musulman et l'État. Comment on les forme? Comment tout ça se finance? Parce qu'il y a un tel désordre, entre guillemets, que en réalité, personne ne s'y retrouve, et que n'importe qui vient prêcher, et peut évidemment prêcher n'importe quoi devant des fidèles qui ne sont pas venus pour ça. Moi, j'ai déjà vu dans des lieux de culte, des fidèles quitter les lieux de culte parce qu'ils trouvaient que le prêcheur, le prédicateur, l'imam, était en train de mélanger. Vous savez, finalement, ceux qu'on appelle des fanatiques, ce sont évidemment les terroristes qu'on vient de voir à l'action. Mais leurs commanditaires, ce n'est pas seulement des fanatiques. Ce sont des gens qui utilisent la religion musulmane pour un projet politique. C'est un projet politique. Et il y a beaucoup de musulmans en France qui ont la même vision, entre guillemets, laïque de leur croyance et de leur religion.
Ils veulent pouvoir croire dans leurs convictions, mais ils ne veulent pas qu'on mélange ça ni avec le Proche-Orient, ni avec autre chose. Alors, on va revenir sur la question du Proche-Orient, mais juste, vous disiez que faire, hein, vous évoquiez des pistes. Alors, en Allemagne, hein, justement, Angela Merkel qui a défilé dimanche en France, elle a défilé hein, contre les actes islamophobes en Allemagne. Est-ce qu'il faudrait de telles manifestations en France aussi, vous pensez ? Peut-être qu'il faut qu'on explique aussi qu'en France, actuellement... en Allemagne, il y a actuellement des défilés anti-musulmans. Oui, mais enfin... Et c'est pour ça qu'elle a défilé, Bien pas sûr. pour les actes, si je peux me permettre, parce qu'il y a un parti islamophobe qui s'est constitué en Allemagne, et Angela Merkel, et puis j'imagine l'ensemble... D'accord, mais là on a vu qu'il y avait effectivement une montée des actes islamophobes, donc ça pose la question effectivement de la réaction à ça. La réaction, elle est pénale, madame. Il y a quelqu'un qui vient d'être arrêté à Angers. Je souhaite que cette personne aille en prison de la même façon que ceux qui provoquent ou qui font des louanges à l'intention des terroristes ou de ceux qui les ont commandités. Ces gens-là méritent d'être lourdement sanctionnés, beaucoup plus lourdement qu'on ne le faisait par le passé. Christophe Joly ? Vous écriviez en 2008 la nécessité pour l'État de trouver la place de l'islam en France afin d'éviter que cette religion ne soit une arme aux mains d'États étrangers. Où en est votre crainte aujourd'hui, plus forte que jamais j'imagine, et comment faire ? Vous voyez, pour moi, ce n'est pas un sujet nouveau et que malheureusement, on ne va pas être très nombreux à alerter dans le désert. Bien sûr, ne pas organiser l'islam en France, l'islam compatible avec la République française, c'est laisser des États étrangers financer l'islam, former les imams, et donc les laisser pouvoir les utiliser potentiellement contre nous. Quelle est la nature de votre crainte par rapport à 2008 en 2014 elle est totalement entière, puisque en réalité aujourd'hui, l'islam dans notre pays est dépendant pour une large part d'États étrangers, de l'Algérie, du Maroc et de bien d'autres États. Je pense qu'une religion ne peut pas être financée, formée, organisée, structurée depuis l'extérieur. Et là, c'est aux musulmans français de se lever, comme ils ont été très nombreux à le faire dans les manifestations de cette semaine et de ce week-end, et de s'organiser à travers le CFCM ou à travers un autre mode d'organisation que nous devons trouver. Mais par exemple, alors ça c'est tout à fait peut-être anecdotique, mais quand des supporters lors d'un match ont brandi des pancartes pour dénoncer le financement du PSG par le Qatar, est-ce que là aussi ça vous interroge ? Franchement, mélanger le foot avec ça ne m'intéresse pas. Non, enfin sur le financement par le Qatar d'un certain nombre, Qatar qui par ailleurs est soupçonné de financer une partie de l'État islamique, le Qatar qui est quand même très implanté en France. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une cohérence. Le Qatar, vous dites qu'il finance l'État islamique et en même temps... On présume que... Oui, ben justement. Et en même temps, c'est le seul État qui, si je me souviens bien, lorsque nous sommes intervenus en Libye, a envoyé des avions de combat du côté des Occidentaux. Donc j'aimerais qu'on clarifie un peu la vision qu'on a de tel ou tel État et de notre stratégie. Parce que vous avez un problème qui est beaucoup plus prégnant. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer en Syrie et la politique de la France dans cette région. Si vous voulez parler de politique étrangère, je veux qu'on m'explique. Les gens qui viennent de nous attaquer se revendiquent d'Al-Qaïda et se revendiquent de Daesh. Vraisemblablement, ces revendications ne sont pas fantaisistes. Donc Daesh, c'est aujourd'hui ceux qui sont les principaux adversaires de Bachar el-Assad. Et on traite Daesh comme un ennemi, et le président de la République traite également Bachar el-Assad comme un ennemi. Je ne suis pas en train de vous dire que Bachar el-Assad est quelqu'un de bien. Je pense que quelqu'un qui gaze sa population est un abominable dictateur horrible. Mais il se trouve que si on veut être un peu réaliste, à partir du moment où on nous fait la guerre, on ne va pas pouvoir la faire sur deux fronts, et qu'il y a des gens qui nous attaquent et d'autres qui ne nous attaquent pas. Donc quelle attitude avoir vis-à-vis de Bachar el-Assad ? Je pense par exemple que les services de renseignement syriens seraient bien utiles aux services de renseignement français pour savoir ce qui se passe. Où sont, madame, nos 1200 soi-disant concitoyens partis apprendre là-bas la barbarie, la guerre et le terrorisme contre nous ? Vous pouvez m'expliquer où ils sont ? Je pense que les services syriens en ont une meilleure idée que nous. Et on ne peut pas avoir deux ennemis à la fois. Quand on veut faire la guerre, il faut être un petit peu cohérent. Je ne dis pas que M. Bachar el-Assad est devenu quelqu'un de recommandable. Je dis simplement que arrêter de l'insulter tous les matins alors qu'il est en train de combattre ceux qui sont nos ennemis, qui nous attaquent sur notre territoire, un changement de pied total. Ça peut valoir la peine. Ce sera un changement de pied total là, que vous prenez. Écoutez, moi, quand François Hollande proposait d'aller bombarder la Syrie pour renverser Bachar el-Assad, j'étais là encore un des rares responsables politiques français à dire que ça me paraissait une erreur, parce que ça aurait mis Daesh au pouvoir dans ce pays-là, et on voit ce qu'une base arrière aussi proche, notamment de nos frontières, permet à ces terroristes d'organiser, recruter des centaines et des centaines de gens qui vivent aujourd'hui en France, les former, leur apprendre la guerre et la haine contre nous, et ensuite les renvoyer chez nous. Frédéric Delpech. Alors vous évoquez donc la guerre que mène la France en Irak et en partie aussi en Syrie.
Est-ce que vous êtes de ceux qui protestent contre le gouvernement sur la baisse des dotations aux armées françaises ? Tout à l'heure, vous citiez un extrait d'un livre en 2008. Vous pouvez vous reporter à des interventions que j'ai faites il y a déjà de cela plusieurs mois. Je ne comprends pas qu'on continue à baisser les budgets militaires français. Tous les responsables politiques nous expliquent jour après jour que la menace est de plus en plus forte à travers le monde. Nous multiplions nos interventions. On est obligé d'intervenir, comment dirais-je, dans le Sahel. On intervient en Irak. Nous sommes les seuls à financer. L'Europe ne finance rien. On a besoin, là, pour le compte, de mobiliser non pas seulement des dirigeants européens qui viennent manifester à Paris, mais qui viennent contribuer, y compris financièrement et militairement, si possible, à l'effort qui est fait là-bas. Et nous, on baisse les budgets militaires, tout gouvernement confondu. Loi de programmation militaire par loi de programmation militaire, on déshabille nos armées et on leur demande de plus en plus de fonctionner. Et même dans le renseignement. Pardon, mais la DGSE, c'est-à-dire la direction de l'espionnage extérieur français, elle dépend du ministère de la Défense. Il faut sanctuariser ces budgets ? Il faut les augmenter. Il faut les augmenter. Moi, je réclame depuis plusieurs mois l'augmentation de l'effort de défense, donc du budget. Et je pense qu'on vient à peine d'adopter... Il pourrait y avoir des amendements dans le collectif budgétaire, par exemple ? Excusez-moi, il faut faire mieux que ça. On vient à peine d'adopter la loi d'orientation militaire. Elle est d'ores et déjà obsolète. Elle supprime encore des postes, elle supprime des moyens, elle supprime des équipements, elle supprime des investissements. Le ministre de la Défense a été obligé d'annoncer qu'il anticipait l'achat de drones. Ça sert à quoi les drones dans le Sahel? Ça sert à surveiller ce qui s'y passe. Mais on a besoin, effectivement, on ne peut pas pleurer nos morts. Dire qu'on veut défendre les valeurs de la République, défendre nos concitoyens, défendre nos libertés et baisser en permanence les moyens qui nous permettent de défendre. Et vous reniez sur quel budget au bénéfice de celui-ci? Alors, je vais vous Où est-ce que vous faites des économies? je vais vous prendre un exemple. Le gouvernement, je crois, avait prévu de dépenser, pardon si le chiffre n'est pas tout à fait exact, je cite de mémoire, 1,5 milliard dans le contrat de génération. Vous pensez franchement que ce 1,5 milliard, il n'y a pas une partie qui pourrait servir à nous défendre? Vous pensez que le contrat de génération, ça a révolutionné l'emploi des jeunes? Il y a eu ou l'emploi des seniors d'ailleurs. Je fais juste une parenthèse, il y a eu certains qui ont relancé cette idée qui revient régulièrement d'un retour du service militaire qui aurait pour but de rendre une certaine cohésion nationale, notamment avec tous les jeunes, y compris issus des banlieues qui pourraient y participer. Non, je ne crois pas ça. Je pense que c'est une nostalgie de tous ceux qui ont fait leur service militaire et qui se disent que c'était une occasion formidable dans leur vie de rencontrer des gens. Non. Non, parce que je pense que d'abord l'armée, ça sert à nous défendre et pas à se faire plaisir ou à faire un brassage de population. En revanche, d'abord, ça ne concernait pas les femmes. Donc ça veut dire que les jeunes femmes musulmanes dans les banlieues, elles n'auraient pas le droit d'en rencontrer d'autres, alors que c'est sans doute elles qui sont le plus visées. Pardon, juste d'une phrase. En revanche, que nous ayons un service civique obligatoire qui se développe, moi je crois que quand nous avons la chance dans notre pays de grandir dans un pays libre, dans un pays qui nous donne l'accès à l'éducation, à la santé, nous avons des devoirs vis-à-vis de lui, et qu'un service civique de 3 mois obligatoire pour tout le monde permettrait de se rendre compte, de permettre à chacun de réaliser que nous devons des choses à notre pays et que nous devons parfois moins lui demander et plus lui donner. Alors sur les moyens, certains aussi déplorent justement peut-être le manque de moyens, le manque d'ambition de la politique actuelle dans les, entre guillemets, quartiers. Malek Bouti d'ailleurs a proposé de mettre sous tutelle certains quartiers sensibles pour les réinvestir. Vous pensez quoi de ces propositions? Là aussi, il faudrait plus de moyens. Je ne sais pas ce que ça veut dire mettre sous tutelle des quartiers. Bon, peut-être ça passe bien dans la presse, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis maire depuis bientôt 14 ans dans des quartiers populaires. La réalité, c'est qu'il faut que les élus locaux aient plus de moyens et que quand ils ont transigé, je le disais tout à l'heure... Ça passe par les élus locaux, ça passe pas par... vous savez, quand c'est l'administration qui essaye de gérer ce genre de problème, ça déshumanise, ça éloigne et ça retarde les solutions. On l'a vu dans tout. Que ce soit sur la rénovation urbaine, que ce soit sur la politique de la ville, etc. Donnez ça à l'État, vous êtes sûr qu'il y aura moins de présence humaine parce que vous ne rencontrez pas les gens, vous êtes sûr que ça va retarder parce qu'il y aura des procédures administratives à n'en plus finir, et vous êtes sûr que ça va coûter plus cher. D'accord, bon, très bien. Non mais attendez, alors par contre vous avez un problème qui est très simple dans notre pays là-dessus, c'est que je peux en parler une minute si vous le permettez, les élus locaux qui ont à gérer ces quartiers populaires sont en général ceux qui gèrent les collectivités les plus pauvres. Et vous concentrez la pauvreté de la population, mais vous avez raison, et de la répartition et de la solidarité entre collectivités. D'accord, donc parce que vous concentrez les personnes les plus pauvres et en même temps la pauvreté de l'action publique. Forcément, au bout d'un moment, vous avez d'autres systèmes qui s'instaurent pour gérer. Et
pardon, mais les trafics de stupéfiants, voire les trafics d'armes, font partie de ces systèmes de régulation sociale que nous ne devrions pas accepter. Un dernier mot, Frédéric. Alors hier, dans son discours, le moment le plus intense, sans doute, de ce discours de Manuel Valls, concernait la communauté juive. Et le Premier ministre s'est insurgé en expliquant qu'il n'y avait pas eu assez de réactions aux agressions précédentes qui avaient frappé la communauté juive, réaction nationale. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vraiment ça doit être la priorité des priorités? Ça doit évidemment être de notre responsabilité, priorité des priorités. Je crois qu'on a trop de priorités en ce moment pour ça. D'abord, je suis maire de Drancy. Je permettrai de vous dire qu'à chaque fois qu'il y a un acte antisémite dans notre pays, ça nous renvoie à notre propre histoire et à ce qu'est la République. Qu'il soit un acte de tag antisémite, de profanation, d'agression physique sur tel ou tel membre de la communauté juive, nous avons un devoir particulier. Mais j'ai le même sentiment lorsque des actes islamophobes se poursuivent. Je ne veux pas dire qu'on doit être plus en train de lutter contre l'antisémitisme que contre l'islamophobie. En réalité, ce pourquoi nous devons lutter, c'est éviter que les gens qui sont en train de nous faire la guerre parviennent à nous séparer. Et j'ai honte quand je vois des membres de la communauté juive qui quittent la France. Ça veut dire qu'on n'a pas su assez les protéger. Je croisais hier un rabbin habillé de façon traditionnelle. J'avais envie de lui dire restez. Parce que vous êtes l'honneur de la France quand vous restez. Et c'est la même chose pour les musulmans. Alors, Jean-Christophe Lagarde, invité du rendez-vous politique des Indes-Radio, Métro News et LCI. Alors, on va passer maintenant à un tout autre sujet. La loi Macron, avec ses différents articles sur les professions réglementées et le travail du dimanche. Depuis lundi, les députés examinent ce texte en commission. Alors, petit rappel, vous vous êtes prononcé contre ce texte il y a déjà quelques semaines presque, ce qui n'est pas le cas des députés UDI qui, je cite, n'ont pas de posture a priori, avait alors déclaré leur chef de file Philippe Vigy en prenant le contre-pied de votre position. C'est comme ça qu'on l'avait compris. Est-ce à dire que vous êtes déjà minoritaire sur cette question au sein de votre parti? C'est pas le contre-pied parce que si parce qu'il a dit juste après. Alors, je vais vous répondre si la réponse vous intéresse. C'est assez simple en réalité. On m'a posé la question sur la loi Macron quand on avait que les effets d'annonce du gouvernement, qui nous parlaient essentiellement du problème du travail le dimanche. C'est franchement anecdotique. D'abord, le débat au sein du Parti Socialiste, c'est quoi? Actuellement, c'est 5 dimanches d'ouverture par an pour les commerces. Le gouvernement, M. Macron, dit 12 dimanches. Le premier secrétaire du PS dit, ou le président du groupe du PS dit moi j'ai une synthèse, on va faire 7 dimanches. Tu parles d'un débat pour relancer l'économie française. C'était la période où on nous expliquait que ça allait révolutionner l'économie française, la déboucler, la libérer. Et je dis que non, et j'ai dit que je ne voterai pas ce texte parce que il me paraît fourre-tout, anecdotique. Il y a quelques années, on appelait ça diverses mesures d'ordre économique. Et en plus, il y a des choses qui sont en contresens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va dans le bon sens, mais les députés UDI, et j'en fais partie, et je le partage, font un certain nombre de propositions qui permettent de débloquer. Il y a 165 amendements. Alors, est-ce que justement, vous pouvez être amené quand même à voter ce texte? On verra si le gouvernement accepte ces amendements, mais pour l'instant, en commission spéciale, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Vous évoquiez, par exemple, l'histoire des professions réglementées. Nous, on pense qu'il faut ouvrir un peu l'accès à ces professions. Il y a un certain nombre d'amendements qui prévoient par exemple que les notaires deviennent notaires associés automatiquement s'il y a un certain chiffre d'affaires. Il y a un amendement qui permet en l'occurrence qu'on décide non pas depuis le ministère de l'économie, ce qui n'a pas grand sens, mais depuis la chancellerie et après consultation des ordres correspondants, par exemple les huissiers, les notaires, etc., si on doit ouvrir de nouvelles études. C'est-à-dire en fait être un peu plus réaliste que idéologue. Si le gouvernement devient pragmatique, à ce moment-là, on peut l'accompagner. Pour l'instant, il me semble que ce n'est pas la voie qui prend. Je l'appelle à écouter ce que nous disons. Je vous prends un autre exemple, beaucoup plus important et qui touche des millions de Français. Nous demandons à ce que la mesure idéologique qui a été adoptée en 2013 par les socialistes sur le travail à temps partiel, vous savez, on doit obligatoirement faire 24 heures. Il se trouve qu'il y a des gens qui travaillaient 8 heures ou 9 heures à tel endroit et 8 heures ou 9 heures à tel autre endroit. Ces gens-là, aujourd'hui, travaillent au noir. C'est comme pour les heures supplémentaires. On leur demande de revenir en arrière sur des erreurs qui plongent des Français dans la difficulté. Mais concernant spécifiquement la loi Macron, du coup, ce que vous dites, ce sont des amendements à la loi Macron. Voilà, vous disiez que vous ne la voteriez pas. Oui. Là, vous avez listé un certain nombre d'amendements portés notamment par l'UDI. Donc, il faudrait que ces amendements soient tous intégrés. Dans quelles conditions vous pourriez voter la loi, du coup? En tout cas, de façon majeure. On va voir si le gouvernement... Vous savez, le gouvernement, il arrive en disant « je suis ouvert ». Et puis, quand on vote amendement par amendement, c'est fermé.
Je vous prends un autre amendement. On propose par exemple, puisqu'on sait qu'il y a des files d'attente interminables pour passer le permis de conduire, qu'on met beaucoup trop de temps à ça et que ça coûte trop cher, que ce soit plus les inspecteurs de l'État, mais qu'on ait des organismes agréés, ça coûte moins cher. Le ministre lui-même nous dit que c'est intéressant. Le groupe socialiste se montre fermé. Donc, s'ils considèrent que tout ce que nous proposons est idiot et que leur texte est une panacée absolue alors qu'ils le critiquent eux-mêmes, je vois pas très bien comment on voterait ça. D'accord, okay, on voit bien qu'il y aura des amendements venant de tous les partis, des critiques effectivement venant y compris du PS. Donc vous, dans l'état actuel des choses, vous maintenez, vous votez pas. Si c'est le texte que présente le gouvernement, moi je ne voterai pas ça. Et votre groupe DI, parce qu'on a vu le groupe en décidera, madame. D'accord. Vous savez, je suis pas devenu dictateur de l'UDI, j'en suis le président. J'ai le droit d'avoir mon opinion et on a même le droit de pas être d'accord. Christophe, vous disiez en janvier dernier, pendant que certains discutent de mondialisation, le reste du monde avance et commence à se foutre de nous. Avez-vous le sentiment que le French bashing continue à l'étranger ? Emmanuel Macron dit que non. Pas sur les événements que nous venons de vivre, mais sur l'économie. Sur l'économie, évidemment. Évidemment, personne ne comprend que notre société soit à ce point figée. On a aujourd'hui 5 millions de chômeurs, on a 2000 milliards de dettes, on a une croissance qui est en panne, on a un délitement économique, des fermetures d'entreprises comme jamais on en a, l'investissement ne repart toujours pas, donc il n'y aura pas de croissance, donc le chômage va continuer à croître. Et face à cela, on a vu les vœux du président de la République qui nous expliquait on a fait tout ce qu'il fallait, ça va remonter, il n'y a qu'à attendre. Ben non, il n'y a pas qu'à attendre. Et le reste du monde sait bien que les blocages français devaient être levés. Et c'est ce qu'il n'y a pas dans la loi Macron. Ce que je reproche le plus à la loi Macron, c'est pas tellement ce qu'il y a dedans. Bon, il y a des choses qui me paraissent stupides, mais il y en a d'autres qui peuvent être marginalement utiles. Ce qui vous semble stupide ? L'histoire du travail du dimanche. Je pense qu'il est absurde. Stupide ou insuffisant ? Stupide. Parce que la logique est stupide. La logique, elle est toujours centralisatrice, colbertiste à la française. On va faire à tout le monde la même règle, la même loi, quel que soit le territoire. Ce qui veut dire que quand vous vous retrouvez dans un village de la Charente, où vous fichez éperdument en réalité de l'ouverture des commerces le dimanche parce que vous n'en avez pas besoin, vous allez avoir le même nombre de dimanches, 12 dit-on, possible d'ouverture de ces commerces. Possible, mais ils ouvriront jamais. Donc pas obligatoire, voilà. Donc ça ne leur sert à rien. Mais quand vous êtes à Perpignan ou à Roubaix, juste de l'autre côté de la frontière, c'est ouvert 52 semaines par an et vous n'aurez que 12 semaines, nous disons une chose qui est assez simple finalement, c'est de dire on donne des droits particuliers aux salariés qui travaillent le dimanche parce que ça n'est pas un jour comme les autres et on permet aux élus locaux, les maires ou les présidents d'intercommunalité de décider le nombre de dimanches ouverts en fonction des besoins locaux. On peut simplement... Ça n'est pas assez pragmatique en fait. Simplement, vous savez, nous sommes fédéralistes. Fédéralistes, ça veut dire qu'on s'adapte aux situations locales. On n'applique pas la règle, je pense que c'est valable même dans Paris. Je pense que ce n'est pas la même chose les Champs-Élysées et d'autres quartiers de Paris. On s'adapte au territoire auquel on s'adresse. Et si nous faisions ça dans notre pays, dans ce domaine-là comme dans bien d'autres, on aurait des réponses adaptées plutôt que d'essayer de plaquer des solutions toutes faites à des questions différentes. Quand vous passez un examen, si on vous pose des questions différentes et que vous répondez toujours la même chose, eh ben vous êtes éliminé. C'est ce qui est en train d'arriver à la France. Toujours ce jeu d'Emmanuel Macron, comment vous réagissez quand il dit qu'il faut que des jeunes Français aient envie de devenir milliardaires ? Vous accréditez ce propos ? Oui, tant mieux s'il y a des jeunes Français qui ont envie de devenir milliardaires. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent ? Pardon, parce que... Mais ça vous semble sain qu'on ait envie de devenir milliardaire ? Ça peut être une ambition. Ça me paraît pas malsain. Il vaut mieux avoir envie de devenir milliardaire que d'avoir envie d'être au RSA. Et ça peut devenir un message politique. Et ça permettrait, en l'occurrence, parce qu'on regarde toujours, on a un rapport malsain à ça en France, à la réussite. Si quelqu'un devient milliardaire, il crée des centaines, voire des milliers d'emplois dans notre pays. Tout le monde en bénéficie. Et je préfère franchement qu'on puisse avoir des milliardaires qui se multiplient en France plutôt que de les voir partir. Vous auriez pu dire cette phrase ? Plutôt que de les voir partir, pas comme ça, mais plutôt que de les voir partir, je pense qu'il faut qu'on libère et qu'on récompense les gens qui veulent entreprendre, réussir dans notre pays. Les voir partir à l'étranger. On parle beaucoup d'immigration ces temps-ci. Moi, je vais prendre encore un peu d'avance sur les autres. Je pense qu'un de nos problèmes principaux, c'est l'émigration. La fuite des gens qui sont les plus dynamiques, les plus créatifs, les plus inventifs et qui vont créer des richesses ailleurs, de l'autre côté de la Manche, de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté du Rhin, c'est un drame pour notre pays. On fait fuir des gens. Vous avez vu un sondage dans les grandes écoles françaises. Un peu plus d'un quart de ceux qui sont en train d'y étudier veulent aller réaliser leur vie à l'étranger. C'est un échec pour la France. En France, quand quelqu'un réussit, on le montre du doigt. Et du coup, on fait échouer tous les autres. Il nous reste
7 minutes 30 d'émission. Il y a 3 questions de radio. Juste avant, une question très très rapide. Bureau exécutif hier de votre parti, si j'ai bien compris, l'annonce des têtes de liste au régional pour bientôt. Comment ça va se passer en 2 mots? L'annonce le 3 février. Le 3 février, on aura choisi nos chefs Donc de file vos régionaux. têtes de liste UDI, où il y aura des têtes de liste communes avec l'UMP, comment ça va se passer? Parce que visiblement, il y a des discussions. Il y aura des situations différentes en fonction des régions. Je viens de demander à ce qu'on adapte les réponses en fonction des problématiques qui se posent. Mais vous proposerez-vous un candidat dans chaque région? Nous proposerons évidemment un candidat dans chaque région. Certains auront vocation à travailler dans une liste avec l'UMP, d'autres à porter nos couleurs. Je prends 3 exemples qui me viennent à l'esprit rapidement. François Sauvadet en Bourgogne-Franche-Comté est à nos yeux le mieux placé pour conduire cette liste. Il n'y a pas de raison qu'on aille dire qu'on veut faire des listes séparées. Je pense que c'est reconnu par l'ensemble ou la majorité des acteurs de la région. C'est le cas d'Hervé Morin en Normandie, c'est le cas de Philippe Vigier. Voilà 3 régions que le centre, que l'UDI peut diriger demain. Il y a une région, nous l'avons déjà dit, c'est l'Île-de-France, dans laquelle nous présenterons notre propre liste et on choisira la candidate ou le candidat qui sera notre tête de liste le 3 février. Et puis il y a une région particulière qui est la région Rhône-Alpes-Auvergne, dans laquelle, selon le choix de l'UMP, nous serons sur la même liste ou pas. En clair, Wauquiez ou pas Wauquiez. En clair, si c'est Michel Barnier, nous sommes d'accord pour faire liste commune. Si c'est Laurent Wauquiez, étant donné les thèses politiques qui sont les siennes, la dérive droitière que nous ne pouvons pas partager, nous aurons notre propre liste. Question des radios. Alors on commence, là ça concerne les élections départementales. Là, on commence avec Célia Karadec de Tendance Ouest, dont la question illustre d'ailleurs certaines complexités de certaines situations. Monsieur Lagarde, bonjour. Ici à Cherbourg, dans la Manche, le binôme de candidats soutenu par votre mouvement, l'UDI, pour les élections départementales, affirme s'inscrire dans une démarche de rassemblement de la droite et du centre. Ce sont 2 candidats, il faut le dire, peu connus des électeurs, qui font face à un autre binôme qui se revendique lui aussi de la droite et du centre, soutenu cette fois par l'UMP et le MoDem, un binôme adverse dans lequel on retrouve un candidat qui a failli gagner la mairie en mars dernier à Cherbourg. N'est-ce pas prendre le risque de brouiller le message et de disperser les voix quand une telle situation se présente au plan local? Voilà, en 2 mots, parce que ça a l'air très compliqué. Oui, quand on n'arrive pas à rassembler, on n'est pas en situation de gagner. Vous dites que quelqu'un a raté l'élection à quelques voix, il aurait fallu qu'il sache rassembler. Manifestement, il n'a pas su le faire. C'est tout, d'accord. Autre question sur les départementales en Alsace, cette fois posée par Pierre Maurer de Radio Dreckland. Bonjour Monsieur Lagarde, les résultats des élections départementales qui approchent seront scrutés de près. En Alsace, peut-être encore plus qu'ailleurs pour votre formation, étant donné que les 2 départements alsaciens ont souvent désigné des élus centristes, que cela soit au conseil régional ou dans les conseils généraux. Alors une question justement concernant les départements. On voit que dans le Haut-Rhin, l'entente UMP-UDI se fait sans mal en prévision de ces élections de mars. Est-ce que cela va être le cas ailleurs? Et ne craignez-vous pas justement de perdre du terrain en favorisant cette alliance avec l'UMP? Écoutez, dans le département du Rhône, Jean-Marie Bockel a réussi à conclure une alliance, je crois, il y a quelques jours avec l'UMP. Si ça peut être la même chose dans le Bas-Rhin, tant mieux. Vous savez, ça ne tient pas souvent à nous, ça tient plutôt à l'UMP. Sont-ils raisonnables? En clair, il faut que l'UMP change d'attitude dans certains endroits où ils considèrent qu'ils veulent bien des voix centristes, mais ils ne veulent pas des élus centristes. S'ils veulent des voix centristes, il faudra des élus centristes, sinon on porte nos couleurs. En tout cas, les discussions, c'est plutôt avec l'UMP, parce qu'on se rappelle que Jean-Louis Borloo avait fait tout un rapprochement avec le MoDem. Aujourd'hui, les discussions, elles en sont où avec le MoDem? Le MoDem, en l'occurrence, pour les départementales, il y a beaucoup de départements où ils ne sont pas présents. Mais de façon privilégiée, y compris pour les régionales, nous discuterons avec le MoDem et ensuite on verra s'il y a compatibilité avec l'UMP. D'accord, donc un MoDem, 2 UMP. Le centre d'abord, pour un centriste si vous le permettez, mais pour gagner des élections, il faut avoir des alliances. C'était notre désaccord avec le MoDem qui pensait que tout seul on pouvait y arriver. Quand vous êtes seul en politique, vous êtes isolé, vous êtes battu, donc vous ne pouvez pas mettre en œuvre vos idées. Il faut avoir des alliances, mais l'alliance, ça veut dire aussi la concurrence. Et par exemple, dans le Bas-Rhin, si l'UMP n'est pas raisonnable dans ses prétentions et ne respecte pas ce que nous sommes et la force politique que nous représentons, nous l'assumons et il y aura concurrence. Enfin, pour finir, une question de Paul Satis de la radio Lyon Première, toujours sur les départementales. Monsieur Lagarde, l'UDI et le centre sont à la tête du département du Rhône depuis quasiment des décennies. La séparation d'avec la métropole lyonnaise va assurer normalement la victoire de la droite aux prochaines élections départementales. Mais du coup, l'UMP dit clairement qu'elle aimerait prendre la présidence. Est-ce que vous trouvez ça sympa de la part de gens qui sont censés être vos partenaires ?
Oh, sympa, non, mais je ne pense pas que ce soit leur vocation. Ils veulent exercer les responsabilités. C'est assez curieux d'ailleurs, dans le Rhône, dans le département du Nouveau-Rhône, on entend toujours l'UMP nous parler d'union, et là ils sont en l'occurrence dans la division. Je pense que les gens qui gèrent ce département depuis longtemps ont montré leur savoir-faire et que les électeurs ne vont pas s'y tromper. En plus, je pense que franchement, la dérive droitière d'une large partie de l'UMP dans le Rhône ne rencontrera pas l'écho espéré auprès des habitants. Dans cette région-là et dans ce département, les gens savent que pour pouvoir aller loin, il faut être raisonnable et déterminé. Il ne faut pas être excité. Il nous reste une demi-minute. Alors, d'un mot, on va revenir à la présidentielle. Vous étiez plutôt partisan de porter vos couleurs. Est-ce que c'est toujours votre avis d'avoir un candidat UDI à la prochaine présidentielle? Je n'ai pas changé d'avis et je n'ai pas changé de calendrier. J'ai dit pendant l'élection interne à l'UDI, je l'ai dit évidemment après, parce que je ne change pas de discours en fonction des circonstances, que je pensais qu'il fallait qu'il y ait un candidat UDI à l'élection présidentielle et que nous déterminerons qui et par quelle stratégie, par quels moyens, au printemps de l'année 2016, parce que je pense qu'on ne peut pas vivre 2 ans et demi uniquement en regardant les présidentielles. Je sais que c'est le jeu du microcosme parisien, mais en vérité, il y a d'abord des élections départementales dans 2 mois maintenant, à peu près, un peu plus de 2 mois, et il y a des élections régionales au mois de décembre. Et comme notre pays est bloqué au sommet sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan éducatif, c'est à travers les élections locales qu'on peut essayer de le faire redémarrer à la base. On ne va pas attendre 2017 avec 0% de croissance, 30 000 chômeurs de plus chaque année et des entreprises qui ferment. Il y a des capacités à faire rebondir nos territoires et les Français doivent s'en servir au moment des élections départementales et régionales parce que là, il y a des leviers qui peuvent être utilisés. On sait que c'est bloqué à l'Élysée, ça peut s'améliorer dans le département et dans la région. D'accord, merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde. C'est la fin de ce rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI.